Bienvenue à tous dans le Deep Dive. On s'attaque aujourd'hui à une affaire qui donne froid dans le dos. Le meurtre de Sylvia Likens en 1965 à Indianapolis. Accrochez-vous parce que ce qu'on va décortiquer ensemble, c'est une histoire de violence, de cruauté et une plongée dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Oui, c'est une affaire qui nous confronte à des questions difficiles. Comment une telle atrocité a-t-elle pu se produire? Quels sont les facteurs sociaux et psychologiques qui ont mené à ce drame? Et c'est exactement ce qu'on va essayer de comprendre ensemble aujourd'hui. On a épluché des articles, des témoignages, des rapports d'enquête pour vous donner une vision complète de cette tragédie. Ce qui est frappant dans cette affaire, c'est la complexité des personnages et des circonstances. Gertrude Baniszewski, la femme au centre de ce drame, était une figure tragique en soi. Divorcée avec 7 enfants, à charge, elle vivait dans une grande précarité. C'est vrai, on pourrait presque ressentir une certaine empathie pour elle vu sa situation. Mais ça ne justifie évidemment en rien les actes monstrueux qu'elle a commis. Absolument pas. Mais comprendre son contexte nous aide à mieux saisir les dynamiques de l'affaire. Sylvia et Jenny Like, deux sœurs, ont été confiées à Baniszewski par leurs parents, des forains itinérants, pour la somme dérisoire de $20 par semaine. $20 par. C'est à peine imaginable de confier ses enfants à une quasi-inconnue pour une somme pareille. Comment ont-on pu en arriver là, messieurs? C'est une question qui renvoie au contexte social de l'époque. Dans l'Amérique des années 60, la pauvreté était une réalité pour beaucoup de familles et les services sociaux étaient bien moins développés qu'aujourd'hui. Donc au départ, tout se passait relativement bien. Les sœurs Likens fréquentaient l'école et l'église avec les enfants Baniszewski. C'est ce qu'on a pu lire dans les témoignages. Oui, il y a eu une période de normalité apparente. Mais tout bascule lorsque le paiement des parents de Likens arrive en retard. Baniszewski, en proie à ses propres difficultés financières, explose de colère et la violence commence à s'abattre sur Sylvia. On a lu des descriptions terribles des sévices qu'elle a subis. Coups brûlures, de cigarettes, privation de nourriture. Un véritable calvaire. Et ce qui est encore plus glaçant, c'est que cette violence devient un spectacle. Les propres enfants de Baniszewski, mais aussi des enfants du voisinage, sont impliqués dans la torture de Sylvia. C'est effroyable. Comment des enfants peuvent-ils participer à de telles atrocités? C'est une question complexe qui nous amène à nous interroger sur l'influence du milieu, sur la banalisation de la violence et sur la psychologie des bourreaux. Dans ce cas précis, on peut supposer que les enfants de Baniszewski ont été conditionnés par la violence de leur mère, qu'ils ont reproduit ce modèle. Oui, et ce qui est d'autant plus troublant, c'est qu'il y a eu des occasions manquées de sauver Sylvia. Des signes avant-coureurs ont été ignorés, des alertes n'ont pas été prises au sérieux. Absolument. Jenny, la sœur de Sylvia, a tenté d'alerter sa famille en écrivant une lettre à sa sœur aînée. Des voisins ont été témoins de la violence. Le révérend roi Julian, qui rendait visite à la famille Baniszewski, a entendu des propos inquiétants de Paula, la fille de Gertrude, à l'égard de Sylvia. Mais personne n'a réagi à temps. On se dit qu'il y a eu un manque de vigilance flagrant, une forme de déni collectif face à l'horreur qui se jouait sous leurs yeux. C'est vrai. Et il faut aussi prendre en compte le contexte de l'époque. Dans les années 60, la maltraitance infantile était un sujet tabou, souvent relégué à la sphère privée. On hésitait à intervenir dans les affaires familiales. C'est difficile à concevoir aujourd'hui, mais la société était bien moins sensibilisée à la protection de l'enfance. Exactement. L'affaire Sylvia Likens a été un véritable électrochoc qui a forcé la société américaine à prendre conscience de l'ampleur du problème de la maltraitance infantile. On va revenir plus en détail sur les conséquences de cette affaire sur les lois et les mentalités. Mais avant cela, il faut s'attarder sur le calvaire de Sylvia, sur les derniers jours de sa vie, qui ont été marqués par une violence inouïe. C'est effectivement un moment difficile à aborder, mais essentiel pour comprendre la barbarie de cette affaire. Dans les semaines qui ont précédé sa mort, Sylvia a été torturée de manière systématique. On a lu des descriptions horribles de ces sévices. Gertrude Baniszewski a gravé les mots « Je suis une prostituée et fière de l'être » sur le ventre de Sylvia avec une aiguille chauffée à blanc. C'est d'une cruauté inimaginable. C'est un acte de torture psychologique et physique d'une rare barbarie. Baniszewski a également forcé Sylvia à écrire une fausse confession l'accusant d'avoir eu des relations sexuelles avec des garçons. Une tentative pathétique de se disculper et de faire porter la responsabilité du crime sur la victime. Exactement. Sylvia, affaiblie et terrorisée, n'avait aucune chance de s'en sortir. Elle a tenté de s'échapper à plusieurs reprises, mais elle a été rattrapée et battue à chaque fois. C'est un récit qui donne froid dans le dos. On se demande comment une telle horreur a pu se produire dans une société soi-disant civilisée. C'est la question que tout le monde se pose. Comment l'être humain peut-il être capable d'une telle cruauté face à elle? Et c'est une question à laquelle on va essayer de répondre ensemble en analysant les différents aspects de cette affaire. Mais avant cela, il faut parler de la fin tragique de Sylvia, de sa mort atroce. Le 26 octobre 1965,
Sylvia Likens est retrouvée morte dans le sous-sol de la maison Baniszewski. Son corps porte les marques de nombreux sévices. L'autopsie révélera qu'elle est morte de malnutrition et de multiples traumatismes. Une fin atroce pour une jeune fille qui n'avait que 16 ans. Comment la police a-t-elle été alertée? C'est Jenny, la sœur de Sylvia, qui a réussi à alerter les secours. Profitant d'un moment d'inattention de ses tortionnaires, elle s'est enfuie de la maison et a couru jusqu'à un voisin pour appeler la police. Un acte de courage extraordinaire dans une situation aussi terrifiante. Absolument. Grâce à Jenny, la vérité a pu éclater au grand jour et les responsables de ce crime ont été arrêtés. Et c'est là que s'ouvre un nouveau chapitre de cette histoire, sordide, le procès de Gertrude Baniszewski et de ses complices. Un procès qui a choqué l'Amérique et qui a révélé l'ampleur de la barbarie dont l'être humain est capable. On va décortiquer ensemble les tenants et les aboutissants de ce procès dans la suite de notre deep dive. Restez avec nous. Le procès de Gertrude Baniszewski a été un événement marquant dans l'histoire judiciaire américaine. On a assisté à un déballage sordide des faits, des témoignages bouleversants, et finalement un verdict qui a secoué l'opinion publique. Oui, on a lu des comptes rendus du procès qui donnent froid dans le dos. L'accusation a présenté un dossier accablant avec des preuves matérielles, des photos du corps martyrisé de Sylvia et des témoignages accablants. L'un des moments les plus marquants du procès a été le témoignage de Jenny Likens. Sa description des sévices subis par sa sœur, sa voix tremblante, son regard apeuré ont profondément ému le jury et le public. On imagine l'impact émotionnel d'un tel témoignage. Jenny, à seulement 15 ans, a dû revivre l'horreur de ces mois de torture devant la cour. Un véritable acte de courage. Absolument. Son témoignage a été crucial pour démontrer la culpabilité de Gertrude Baniszewski et de ses complices. Mais il a aussi mis en lumière la responsabilité des adultes qui ont fermé les yeux sur ce drame. Oui, plusieurs voisins ont témoigné avoir entendu des cris et des bruits suspects provenant de la maison Baniszewski, mais ils n'ont rien fait. On peut se demander pourquoi. C'est une question complexe. La peur, l'indifférence, le sentiment d'impuissance peuvent expliquer l'inaction de ces témoins, mais il y a aussi une dimension sociale. À l'époque, on hésitait à s'immiscer dans les affaires familiales, même en cas de soupçon de violence. C'est difficile à comprendre aujourd'hui, mais il faut se rappeler qu'on était dans un contexte social différent. La maltraitance infantile était un sujet tabou, on n'en parlait pas, on la cachait. Exactement. L'affaire Likens a agi comme un révélateur. Elle a mis en lumière une réalité qu'on préférait ignorer. Et cela a eu un impact profond sur les mentalités, sur les lois et sur la manière dont on protège les enfants aujourd'hui. Revenons au procès. Gertrude Baniszewski a-t-elle tenté de se défendre au sec? A-t-elle exprimé des regrets? Gertrude Baniszewski a plaidé non coupable. Sa ligne de défense était basée sur un déni total de sa responsabilité. Elle a prétendu être malade affaiblie, incapable de contrôler ses enfants et les autres jeunes qui torturaient Sylvia. Une défense bien fragile face aux preuves accablantes et aux témoignages des victimes. Oui, la stratégie de défense de Baniszewski s'est rapidement effondrée face à la cohérence des témoignages et à la violence des faits. Elle a même tenté de faire porter la responsabilité sur Sylvia, la décrivant comme une adolescente rebelle provocatrice menteuse. Une tentative pathétique de salir la mémoire de sa victime pour se disculper. Effectivement. Mais le jury n'a pas été dupe. Après plusieurs semaines de procès, Gertrude Baniszewski a été reconnue coupable de meurtre au premier degré et condamnée à la prison à vie. Un verdict qui a marqué les esprits. Pour la première fois, une femme était condamnée à une peine aussi lourde pour un crime commis sur un enfant. C'est une décision qui a fait jurisprudence. Elle a montré que la justice ne tolérait plus l'impunité des bourreaux, même au sein du foyer familial. Et qu'en est-il des autres personnes impliquées dans le crime? Les enfants de Baniszewski, les jeunes du voisinage. Paula Baniszewski, la fille aînée de Gertrude, a été reconnue coupable de meurtre au second degré. Les autres enfants, ainsi que 2 adolescentes du quartier, ont été condamnés à des peines plus légères pour homicide involontaire et coups et blessures. Des peines qui peuvent paraître légères aujourd'hui, mais qui étaient significatives pour l'époque. Oui, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. La justice était moins sévère envers les mineurs, et la notion de responsabilité collective était moins développée. C'est vrai, on ne peut pas juger le passé avec les yeux d'aujourd'hui. Mais ce qui est certain, c'est que l'affaire Likens a profondément marqué la société américaine et qu'elle a eu un impact durable sur la protection de l'enfance. Absolument. L'affaire Likens a été un électrochoc qui a forcé l'Amérique à se regarder en face et à reconnaître l'ampleur du problème de la maltraitance infantile. Cette affaire Sylvia Likens, elle a eu un impact, elle a marqué l'Amérique, et son récit continue de fasciner et d'horrifier. On la retrouve dans les livres d'histoire, bien sûr, mais aussi dans la culture populaire, au cinéma, dans la musique. Oui, c'est vrai. Il y a eu des films, des documentaires, même une chanson du groupe Slayer. Pourquoi cette histoire continue-t-elle de nous hanter selon vous?
Je pense que c'est parce qu'elle touche à des peurs universelles, vulnérabilité de l'enfance, la cruauté gratuite, l'indifférence des témoins. Elle nous renvoie aussi à la question du mal à sa banalité. C'est troublant, en effet. On a l'impression que cette affaire, même si elle s'est déroulée il y a plus de 50 ans, nous dit quelque chose sur notre propre époque. Oui, elle met en lumière des mécanismes qui sont toujours à l'œuvre aujourd'hui. La violence domestique, la maltraitance psychologique, l'emprise d'un groupe sur un individu. Ces phénomènes existent toujours, même s'ils sont plus difficiles à détecter, plus insidieux. Alors que peut-on faire en avant? Comment éviter que de telles horreurs ne se reproduisent? Est-ce qu'on a vraiment tiré les leçons du passé? Il n'y a pas de solution miracle, évidemment. Mais on peut déjà apprendre à reconnaître les signes de la violence, à ne pas détourner le regard, à ne pas minimiser les souffrances des victimes. C'est facile à dire, mais dans la pratique, ce n'est pas toujours évident. On peut avoir peur des représailles, on peut se sentir impuissant. On peut ne pas vouloir s'immiscer dans la vie des autres. Je comprends, mais il faut se rappeler que le silence est complice de la violence. Si on soupçonne qu'un enfant est maltraité, il faut agir. Il faut en parler à quelqu'un, à un professionnel, à une association. Il ne faut pas laisser la peur nous paralyser. Vous avez raison, il y a des structures, des numéros d'urgence, des associations qui peuvent aider les victimes et leurs familles. Il ne faut pas hésiter à les contacter. Exactement. Et au-delà de l'aide aux victimes, il y a aussi la prévention. Il faut éduquer les enfants à leurs droits, leur apprendre à se protéger et leur donner confiance en eux. Oui, il faut leur donner les mots pour exprimer leur souffrance, pour dire non à la violence. Et il faut aussi sensibiliser les adultes, les parents, les éducateurs à la réalité de la maltraitance, aux mécanismes de la violence. Il faut briser le tabou, en parler ouvertement pour que la honte change de camp. C'est un travail de longue haleine, mais il est essentiel pour protéger les enfants et construire une société plus juste et plus humaine. L'affaire Sylvia Likens est un rappel tragique de notre responsabilité collective envers les plus vulnérables. Un rappel qui doit nous inciter à la vigilance, à la solidarité et à l'action. Merci à vous pour ces éclaircissements. Merci à vous de m'avoir invité. Chers auditeurs, on espère que cette plongée dans les archives de l'affaire Like vous aura permis de mieux comprendre les tenants et les aboutissants de ce drame et surtout qu'elle vous aura sensibilisé à l'importance de la protection de l'enfance. N'oubliez jamais que chaque enfant a le droit de vivre dans un environnement sûr et bienveillant. À bientôt pour un nouveau Deep Dive.